Amis croisés, bonjour. 12e entretien sur l'histoire secrète de la philosophie. Je vais vous parler aujourd'hui de Desaguliers, de Diderot et l'encyclopédie maçonnique, puisque les deux mots doivent être joints. J'ai parlé du sujet dans ce livre que je vous ai déjà montré, Le siècle des ténèbres, puisque le XVIIIe siècle est appelé à tort des Lumières, puisque la vraie lumière vient de Dieu, pardon si je répète, et que le siècle des ténèbres, le XVIIIe est le siècle des ténèbres, parce que les initiés tiennent leur lumière de Lucifer. Dans la première partie de ce livre, j'ai traité de l'histoire secrète de la crise de la conscience européenne, parce que Paul Hazard, qui avait employé la formule, avait oublié entre guillemets, d'évoquer l'histoire secrète. La deuxième partie de ce livre s'appelle « Des ténèbres maçonniques aux ténèbres encyclopédiques ». En effet, il est impossible de comprendre ce qu'est l'encyclopédie si l'on n'a pas une idée de ce qu'est la franc-maçonnerie. C'est pour cela que je vais vous parler de Desaguliers, parce que Desaguliers n'est pas à proprement parler un philosophe, mais qu'on ne peut pas comprendre le XVIIIe siècle sans connaître Desaguliers. Alors ne cherchez pas dans les livres d'histoire, on parle très peu de lui. Le siècle dit des Lumières pour l'histoire officielle commence en 1715 avec la mort de Louis XIV, mais moi je fais commencer donc le siècle des Ténèbres en 1717, c'est-à-dire à la date à laquelle est fondée la franc-maçonnerie que l'on appelle spéculative. Vous savez qu'avant, on dit spéculative ou moderne, alors il peut y avoir des discussions pour savoir sur le vocabulaire. Et vous savez qu'auparavant, il y avait une franc-maçonnerie opérative, que l'on appelle opérative, c'est celle qui avait construit les cathédrales. Et la franc-maçonnerie dite spéculative prétend hériter de l'opérative, mais c'est une usurpation, c'est un mensonge, un des premiers mensonges, il y en aura tellement. La preuve est très simple, c'est que dans l'ancienne maçonnerie, donc qui avait construit des cathédrales jusqu'à la Renaissance et à la Réforme, parce que la construction des cathédrales cesse avec ces mouvements déjà gnostiques et kabbalistiques dont je vous ai parlé, qui donc attaquent déjà le catholicisme. Cette ancienne maçonnerie opérative, avec ce qu'on appelait des anciens devoirs, les old charge en anglais, dans lesquels il y avait des légendes un petit peu hasardeuses, mais les maçons étaient obligés de prêter serment de fidélité à l'Église, et à Dieu et à l'Église. Or, on ne retrouve pas cela dans la franc-maçonnerie dite spéculative. Desaguliers est un personnage très important parce que c'est lui. Alors les auteurs, je cite évidemment beaucoup de dictionnaires maçonniques ou d'auteurs maçons, tout le monde reconnaît que Desaguliers est le personnage principal de la création de la franc-maçonnerie. Alors, il vit de 1683 à 1744. Je précise quand même que même si c'est le personnage principal, il est le bras en fait de Newton. Dans une autre conférence, je vous avais parlé de Newton. C'est Newton et la fameuse Royal Society qui sont à l'origine de la franc-maçonnerie. Mais Desaguliers est le bras de Newton. Il faut situer le contexte de cette fondation dans la suite des guerres de religion. Le XVIe et le XVIIe ont vu les guerres de religion. Et Desaguliers, lui, est un huguenot. Il est d'origine française. Ses parents sont partis de France après la révocation de l'édit de Nantes. Mais c'est un huguenot, un fils de huguenot. Huguenot, c'est-à-dire, n'oubliez pas que en France, les calvinistes, donc les huguenots français, ont mené des guerres, qu'il y a eu une terreur huguenote. Donc déjà, la franc-maçonnerie est fondée par un ennemi du catholicisme, un ennemi acharné. La terreur huguenote, dont j'ai parlé parce qu'il faut évidemment réviser l'histoire des religions, je vous ai déjà parlé de ce livre, La réforme, cette révolution. La terreur huguenote a fait d'abord des dizaines de milliers de morts en France, puisque, rappelons toujours qu'il y a beaucoup plus de victimes catholiques que protestantes dans les guerres de religion,
Et elle a aussi détruit des monuments, plus que la Révolution française. Les Huguenots, qui se prétendent chrétiens, ont détruit des églises, ont blasphémé des fonds baptismaux, ont même coupé la tête du Christ sur des statues. Donc c'est pas un mouvement très chrétien. Or, Desaguliers ne va pas renier du tout cette origine et sa conviction. Vous savez qu'il est donc c'est lui qui rassemble. Alors il y a un certain nombre de vieilles loges, c'est un peu folklorique, la création. C'est lui qui rassemble des vieilles loges, et c'est surtout lui qui va se trouver à l'origine du texte fondateur de la franc-maçonnerie, qui s'appelle les Constitutions maçonniques, qui s'appelle les Constitutions d'Anderson. Mais Anderson, en fait, prête sa plume. C'est un ami de Desaguliers, mais Anderson n'est pas l'auteur principal des constitutions qui portent son nom. Le personnage principal, c'est reconnu par les historiens maçons, c'est toujours le fameux Desaguliers. Alors Desaguliers, c'est un savant, donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et il faut aussi situer son action. Donc j'ai parlé du contexte, des guerres de religion, mais il y a aussi le contexte politique, pardonnez-moi. Le contexte politique, vous savez que les Stuarts ont été renversés par la révolution libérale et les Oranges en 1688. La déclaration des droits en 89, dont sont exclus les catholiques, n'oublions pas. Et au début du XVIIe siècle, il y a Anne Stuart qui est traître, mais qui est protestante et qui est pendant quelques années reine d'Angleterre. Et en 1714, accède sur le trône d'Angleterre l'électeur de Hanovre, qui est protestant, et il n'accède au trône que parce qu'il y a eu ce que l'on appelle l'acte d'établissement, qui empêche l'héritier légitime du trône, c'est-à-dire Jacques Stuart, de devenir roi d'Angleterre. Donc il est interdit à un catholique d'être roi d'Angleterre, et les Stuarts vont être soutenus par Rome et par Louis XIV, parce que Rome, même si les Stuarts ne sont pas très catholiques, mais Rome espère, par le biais des Stuarts, que le catholicisme cessera d'être persécuté en Angleterre. Parce que n'oublions pas qu'en Angleterre, comme en Hollande, les catholiques sont persécutés. Voilà le contexte de la fondation, parce qu'on prétend que la fondation de la maçonnerie va permettre de rassembler toutes les religions, qu'on va mettre tout le monde d'accord autour de ce texte fondateur et qu'il n'y aura plus de guerre de religion. Ce qui est exact, il n'y a plus de guerre de religion, mais les religions vont être rassemblées à l'exclusion du catholicisme. Donc il y a des francs-maçons qui se prétendent catholiques, mais dès la fondation, la franc-maçonnerie est fondée contre l'Église et contre le catholicisme. Desaguliers est un adversaire du catholicisme, et Anderson aussi. Anderson est un Écossais, c'est un presbytérien. Alors les presbytériens, ce sont les calvinistes écossais. Donc ils sont tous très clairement anti-catholiques. La franc-maçonnerie est, par le biais de Desaguliers, alors la grande question, c'est de savoir si Desaguliers est ou n'est pas un Rose-Croix. Alors ça a été reconnu, et puis nié. Vous savez, ça c'est une vieille tactique maçonnique, on reconnaît un peu, puis on revient, et puis on réembrouille un peu les gens, donc finalement plus personne ne s'y retrouve. Je cite dans mon livre un franc-maçon repenti, qui était Marquez Rivière, je sais pas, qui a écrit un certain nombre de livres très intéressants, qui écrit que par l'intervention de Desaguliers, donc je le cite, l'influence spirituelle de la pensée Rose-Croix fut certaine, ce pourquoi la maçonnerie a repris et continué l'ésotérisme des Rose-Croix. Donc même si Desaguliers n'est pas Rose-Croix, alors qu'il l'est probablement, la franc-maçonnerie va reprendre un ésotérisme Rose-Croix. Autre citation importante, revue Historia, écrite par un franc-maçon dans l'histoire officielle, qui écrit « La franc-maçonnerie fondée en 1717 par la réunion des sectes de Londres, il s'agit bien d'une réunion de sectes, doit plus à l'hermétisme qu'à la tradition des bâtisseurs, c'est ce que je vous disais, et qu'il est probable qu'elle est née non dans le sillage direct des loges de bâtisseurs, mais dans celui des hermétistes, rosicruciens, Rose-Croix, et kabbalistes, donc c'est très clair, passionnés d'architecture et presque tous impliqués dans la fondation de la Royal Society.
Vous savez que la Royal Society est une société de scientifiques, mais qu'elle a des arrière-pensées politiques et des arrière-pensées financières. La franc-maçonnerie est fondée dans ce contexte. Elle va se placer au service des Hanovres, ce qui va créer évidemment un certain nombre de luttes, y compris entre maçons, parce que certains voudront continuer à se placer du côté des Stuarts. Et donc Desaguliers a un rôle éminent parce que il est un scientifique. Évidemment, il enseigne à Oxford, c'est là qu'il connaît Newton, qui est d'ailleurs le parrain de son fils, c'est Newton qui le fait rentrer dans la Royal Society. Et Desaguliers épouse une jeune fille très riche, et il vient à Londres, et il devient l'un des premiers charlatans du XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup de conférences, qui lui rapportent d'ailleurs de l'argent, auprès des nobles, des aristocrates, et il va donc faire rentrer dans la franc-maçonnerie, qui au départ est une réunion de peu de sectes, mais il n'y a pas beaucoup de monde, il va faire rentrer des nobles, dont le duc de Montaigu, et avec ces nobles de l'argent, parce qu'il faut de l'argent, évidemment. Et c'est ce qui va entièrement, évidemment, permettre à la franc-maçonnerie d'avoir ensuite un rôle politique considérable, puisqu'elle va essaimer dans l'Europe entière et initier, c'est pour ça, là ça va concerner la philosophie, notamment en France, Montesquieu, dont je vous ai parlé la dernière fois. Et donc, Desaguliers est en véritable le maître d'œuvre des constitutions d'Anderson. Anderson lui-même est un Écossais, donc probablement ce qu'on appelle un initié écossais. Il a besoin d'argent parce qu'il il est victime de la faillite de la Compagnie des Mers du Sud. Et en fait, il va toucher les droits d'auteur, mais le texte est principalement de Desaguliers. Ce texte est assez vague, il est rosicrucien, il va permettre de rassembler les sectes protestantes contre l'Église, et il ne va pas être condamné tout de suite, il ne va pas être compris tout de suite par l'Église, il ne sera condamné qu'en 1738, après ce que l'on appelle l'addition noachique. L'addition noachique, qui est... Alors le noachisme ne veut pas dire grand-chose du point de vue chrétien, mais du point de vue juif, beaucoup plus, parce qu'en fait, ça veut dire c'est la soumission, les fils de Noé sont tous soumis au judaïsme, c'est-à-dire sont des religions inférieures au judaïsme. Donc la condamnation des constitutions est concomitante avec cette addition de 1738. Les constitutions elles-mêmes se prétendent chrétiennes, elles font référence à Dieu, mais elles sont relativistes, donc pour elles déjà toutes les religions sont équivalentes, ce qui permet évidemment de rassembler les sectes protestantes, et elles sont naturalistes, c'est-à-dire qu'elles ne font plus référence à un Dieu qui est le Dieu chrétien. Le Dieu des constitutions d'Anderson, c'est le Dieu Newton, c'est-à-dire Newton qui était un alchimiste, un mathématicien, et elles ne sont donc pas théistes, elles sont déistes, c'est le fameux déisme qui n'est pas le Dieu chrétien. Anderson y raconte une histoire mythique de la franc-maçonnerie en la rattachant à des grands ancêtres, et surtout une histoire de la géométrie, c'est-à-dire de la science ésotérique. Et vous savez qu'elles sont sous les auspices du grand architecte de l'univers. Or, le grand architecte de l'univers n'est pas le Dieu chrétien. C'est le singe de Dieu, donc il est extrêmement clair que c'est le diable, ce que va d'ailleurs démontrer la légende d'Hiram, qui sera créée à propos du troisième grade. Parle de dire tout ça, mais les francs-maçons se prétendent chrétiens, alors qu'ils suivent un déisme qui est un déisme de pacotille. Et la conclusion d'ailleurs de ce déisme et des constitutions d'Anderson sera l'athéisme. Au XIXe siècle, le Grand Orient rompra avec la croyance au grand architecte de l'univers, et j'ai tendance à donner raison au Grand Orient. Ça peut paraître extraordinaire, mais parce que effectivement, à partir du moment où ce déisme n'a pas de fondement, la conclusion logique, c'est la même conclusion que pour le cartésianisme, c'est la négation de Dieu. Donc, le Grand Orient a raison, mais cependant, quand on est athée, on est incapable d'atteindre la raison, on est incapable de connaître la vraie science, n'est-ce pas, car on ignore le réel, puisque le réel est créé par Dieu. Et c'est là où cette erreur maçonnique va avoir une très grande importance sur l'encyclopédie.
c'est que l'encyclopédie va aussi être une œuvre maçonnique qui va être faite pour lutter contre le christianisme. Et elle va reprendre tous les poncifs des loges et tous les poncifs humanistes et tous les poncifs de la philosophie cartésienne. Je vous rappelle que le personnage principal dont je vais vous parler évidemment, qui est à la tête de l'encyclopédie, c'est Diderot, mais qu'elle est appelée par Ramsay, c'est le franc-maçon écossais Ramsay dont je vous ai parlé la dernière fois, qui appelle à la réunion des Lumières dans une sorte d'encyclopédie, et qu'elle est précédée par l'élaboration d'un dictionnaire à Londres, par un dénommé Chambers. Et en fait, Diderot, qui va être le chef de l'encyclopédie, est d'abord chargé de traduire le dictionnaire de Chambers. Et en fait, il va augmenter beaucoup l'œuvre. Il va être le grand maître de l'œuvre. Alors, Diderot, 1713-1784, grande question, est-ce qu'il est franc-maçon, est-ce qu'il ne l'est pas? Il n'est pas reconnu officiellement comme tel, mais il n'est pas non plus nié qu'il ait pu l'être. Et moi, j'ai posé une autre question dans mon livre, c'est est-ce qu'il est autre chose que franc-maçon? C'est-à-dire, par exemple, comme des Aguiliers, Rose-Croix. Pour donner un seul exemple, c'est que après 72, donc après l'encyclopédie, il ira voir Catherine de Russie, et la cour de Russie est infestée d'illuminés qui sont des Rose-Croix. Il reprend évidemment, comme des Aguiliers, des croyances Rose-Croix, et il est extrêmement clair que Diderot est un anti-catholique. Donc l'encyclopédie a à sa tête un anti-catholique, il n'est pas hypocrite. Vous savez qu'il a été élevé chez les jésuites, qu'il quitte le collège jésuite. Bon, il y a évidemment une érudition, mais il va faire tout le contraire de ce qu'il aurait pu y apprendre. Il mène une vie de bohème. Il s'adonne à la débauche, il est aussi un escroc, c'est-à-dire qu'il justifie souvent par ses œuvres le fait que l'on prenne l'argent aux riches, n'est-ce pas? C'est un vieux discours. Et il rencontre un certain nombre de personnages dans les cafés parisiens, et il va être chargé il va être mis à la tête de l'encyclopédie. Bon, il est d'abord extraordinaire que l'encyclopédie ait à sa tête quelqu'un qui ne soit pas franc-maçon. La philosophie de Diderot, l'encyclopédie, comme vous le savez, est une œuvre pseudo-scientifique, comme la Royal Society est une société pseudo-scientifique. Le but, c'est de lutter contre le christianisme. C'est plus ou moins avoué, d'ailleurs, même par l'histoire officielle. Diderot a ce mérite qu'il va, en fait, révéler la vérité de l'encyclopédie. Quand on lit Diderot, on a la clé de l'encyclopédie. On comprend très bien que l'encyclopédie est hypocrite. Exemple très simple, Diderot écrit les pensées philosophiques donc en 46, ce qu'il fait connaître. Là, il est déiste. Et puis, les fameuses, la lettre, n'est-ce pas, en 49, la lettre sur les aveugles à ceux qui voient. Ceux qui doutent de l'initiation de Diderot, je donnerai simplement cette clé. La lettre, n'est-ce pas, aux aveugles. Les aveugles, ce sont les obscurantistes, ce sont les catholiques, les aveugles. Et ceux qui voient, ce sont ceux qui ont reçu la lumière. Il y a évidemment un langage codé. Diderot dévoile la réalité de l'encyclopédie. Là encore, c'est assez simple. Je vais donner un exemple en le citant. Pardon, je le retrouve. Voilà. L'encyclopédie, par exemple, dit « L'homme est le terme unique d'où il faut partir et auquel il faut tout ramener. » Bon, c'est l'affirmation de l'humanisme. Et Diderot précise « La pensée qu'il n'y a point de Dieu n'a jamais effrayé personne. » Donc il tire véritablement la conséquence. On comprend avec Diderot qu'il va falloir se libérer de Dieu. Il écrit d'ailleurs des romans qui sont extrêmement aussi révélateurs. Bon, un seul qui est vraiment une injure au catholicisme, c'est la religieuse, n'est-ce pas? Où il raconte comment la supérieure d'un couvent a des mœurs saphiques, n'est-ce pas, avec les religieuses. On est dans le scandale absolu. L'autre sincérité, si je peux m'exprimer ainsi, de Diderot, c'est d'être franchement athée et matérialiste. Pour lui, alors évidemment, ce matérialisme n'est pas nécessairement très rationnel, parce que Diderot écrit « Mettez à la place de Dieu une matière sensible. » Je ne sais pas si vous connaissez une matière sensible, mais moi je n'en connais pas. En puissance d'abord et puis en acte, et vous avez tout ce qui se produit dans l'univers, depuis la pierre jusqu'à l'homme. Pour Diderot,
l'homme n'est pas évidemment créé par Dieu. L'homme fait partie, est un mécanisme. D'abord, l'homme pour lui n'est pas une personne avec une âme, mais c'est un mécanisme. Il a une conception complètement mécanisme de l'homme, qui est simplement un dérivatif de la nature, un aboutissement de la nature. Vous comprenez que c'est d'une actualité totale. Ça va très loin, parce que pour Diderot, l'homme n'est plus un individu au sens chrétien, c'est-à-dire l'union d'un corps et d'une âme. L'homme, en fait, n'a plus aucune existence. N'est-ce pas ? Pour Diderot, l'individu n'existe pas. Il n'y a qu'un seul grand individu, c'est le tout. Le tout, c'est le grand tout naturel, c'est le grand un des hermétistes, c'est le grand un du monisme, n'est-ce pas, de ce que l'on appelle le monisme métaphysique. On a là la révélation du fond de la vérité de l'encyclopédie. L'autre grand apport, entre guillemets, de Diderot, c'est de comprendre que la culture va servir de vecteur à la révolution à laquelle il appelle, et qu'il ne suffit pas d'avoir une culture, mais d'émouvoir. Il va promouvoir l'émotion pour arriver à ce qu'il appelle le dressage des enfants. Et son but, c'est pareil, c'est d'intégrer complètement les enfants dans un grand tout qui va être un totalitarisme. Et Diderot va finir ses jours, va aller en fin de vie plutôt en Russie, où naîtra le grand totalitarisme communisme. Voilà la finalité de l'encyclopédie, révélée par Diderot lui-même, hélas le plus grand philosophe du XVIIIe siècle. Ce qu'il y a d'extraordinaire, donc cette encyclopédie est maçonnique, et Diderot est ce que les francs-maçons appellent un athée stupide. Dans les constitutions d'Anderson, il était interdit à un franc-maçon d'être un athée stupide. Or, Diderot est un athée, c'est avoué. Alors, je ne dirais pas qu'il est stupide, parce que Diderot, hélas, ne l'est pas, mais il n'est pas intelligent. Intelligent, ça veut dire, intelligere, c'est lire à l'intérieur. Or, les athées ne peuvent pas lire à l'intérieur. Mais il est à la tête de l'encyclopédie. Si la maçonnerie avait véritablement été chrétienne, elle n'aurait pas toléré, si je peux m'exprimer ainsi, qu'un athée soit à la tête de l'encyclopédie. Or, c'est ce qui se passe. Et l'encyclopédie est une œuvre maçonnique. Alors évidemment, elle est le testament des Lumières, donc il est extrêmement clair elle est le testament des Lumières et que les Lumières vont mener vers cette révolution maçonnique. Donc on est vraiment dans l'histoire maçonnique. Je vais citer, parce qu'on ne va pas croire que j'invente, un dictionnaire maçonnique qui est le Ligou et qui écrit, je cite, « L'encyclopédie est-elle d'origine maçonnique ? Oui. L'encyclopédie a-t-elle été soutenue par la franc-maçonnerie ? Réponse. Il est sûr que maints souscripteurs furent francs-maçons, il est sûr que la diffusion fut assurée par des loges et surtout par les chambres littéraires paramaçonniques. Ça, c'est très important parce que c'est comme aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le cercle extérieur. Ce sont à l'époque les fameux salons. Les philosophes initiés dans les loges, notamment en France, vont passer des salons des dames jusqu'aux loges maçonniques. Il y a entre les salons et les loges une interférence. Question suivante. L'encyclopédie fut-elle le support de l'idéologie maçonnique ? Réponse du dictionnaire, Ligou. Oui, car elle fut œuvre d'organisation et de synthèse du message des Lumières, donc c'est très clair, encyclopédie, maçonnerie, Lumière. Oui, car elle fut œuvre de propagande et de combat. Donc il s'agit bien d'une guerre de religion, puisque les Lumières sont une guerre de religion antichrétienne. Alors, dans l'encyclopédie, il y a environ 150 rédacteurs. Certains sont officiellement des francs-maçons. Alors, ce n'est pas n'importe lesquels. Montesquieu, dont je vous ai parlé la dernière fois, et qui est un agent secret de l'Angleterre, c'est un franc-maçon officiel initié en Angleterre. Helvétius, qui est très riche, lui au demeurant, et qui est à la fois, alors lui, un spiritualiste, bon ça va avec les croyances des loges, mais également un athée, et un pré-socialiste. Hein, c'est pas le dernier homme très riche, homme d'argent, qui soit pré-socialiste. Vous avez aussi des littérateurs qui vont faire véritablement une franc-maçonnerie littéraire. Sont Duclos. Duclos, franc-maçon officiel, et également officiellement initié à la Kabbale. C'est pas une invention, c'est officiel. Marmontel, Duclos, Marmontel vont avoir une très grande influence sur l'Académie, parce qu'ils vont noyauter l'Académie française, ce sont eux qui vont faire les élections,
et à l'Académie française, et également parce qu'ils vont rédiger le dictionnaire de l'Académie française, qui est donc aussi très influencé par la franc-maçonnerie. Autre franc-maçon officiel, Condorcet qu'on trouvera dans la Révolution, qui est un des tenants du mythe du progrès. Lalande qu'on retrouvera aux 9 sœurs, les fameuses 9 sœurs, quand le Grand Orient sera créé plus tard, 76, Grand Orient 72, et les 9 sœurs en 76, et les 9 sœurs qui seront au centre de la révolution maçonnique. Et puis évidemment, dans les officiels et dans les célèbres, Voltaire. Le XVIIIe siècle est appelé le siècle de Voltaire. Alors vous voyez, excusez du peu, ce ne sont pas n'importe qui. Alors il y a aussi des rédacteurs qui sont peu connus. Alors je les cite, il y a des scientifiques qui sont peu connus. Il y en a d'autres qui sont contestés. Alors il y en a qui sont contestés. Dans les gens célèbres, il y en a un qui est contesté, c'est d'Alembert. D'Alembert, alors qui est un fils illégitime de Madame de Tencin. Madame de Tencin abandonne son enfant, et quand d'Alembert deviendra célèbre, elle regrettera de l'avoir abandonné. Vous voyez, les tenancières de salons parisiens ont peu de morale. C'est un scientifique, évidemment. C'est lui qui fait le discours d'entrée de l'encyclopédie et qui crée en grande partie le mythe Descartes. Pour lui, Descartes est un grand homme parce qu'il a mis fin à la scolastique, ce que j'ai déjà expliqué dans les conférences antérieures. D'Alembert correspondra avec Voltaire et ils s'écriront entre eux frères en Belzébuth. J'y reviendrai quand je parlais de Voltaire. Ça n'est pas une expression anodine, n'est-ce pas? Les Rose-Croix sont quand même des initiés lucifériens. Et il va... Après, bon, vous savez qu'il a des dissensions avec Diderot. Diderot restera le seul chef de l'encyclopédie. D'Alembert finira également à l'Académie française, où il créera une véritable dictature intellectuelle. Il obéira à Voltaire, qui sera à l'étranger à ce moment-là, mais il sera véritablement un dictateur à l'Académie. Il n'est pas reconnu comme franc-maçon, mais il peut faire partie d'autres organisations, parce que les listes des francs-maçons ont été faites par le Grand Orient, et il y a d'autres loges ou d'autres organisations. Ce qui sera d'ailleurs la grande question que je poserai la prochaine fois à propos de Rousseau, parce que vous savez que Rousseau n'est pas reconnu comme un franc-maçon, mais qu'il racontera avoir reçu une illumination à Vincennes de la part de Diderot. Ma question sera, quelle illumination? Et si Diderot illumine Rousseau, Diderot a-t-il le potentiel pour illuminer, n'est-ce pas? On n'est pas un illuminé comme ça, sans faire partie d'une organisation. L'autre aspect donc, qui relie l'encyclopédie à la franc-maçonnerie, il ne faut pas l'oublier, c'est l'aspect financier. Pour faire l'encyclopédie, ça dure 25 ans, il faut de l'argent. Quels sont les financiers? Il y en a plusieurs, mais quels sont les plus grands financiers de l'encyclopédie? C'est Jaucourt, qui est un faux chevalier. Or, Jaucourt est peut-être un Rose-Croix. En tout cas, il écrit beaucoup d'articles dans l'encyclopédie, et il apporte beaucoup d'argent. Et il écrit un livre sur Leibniz, qui a été grand maître Rose-Croix, dont aussi je vous ai parlé la dernière fois. Et son argent, on ne sait pas d'où il vient, mais il vient de Hollande. C'est déjà un peu mystérieux. Le deuxième grand financier de l'encyclopédie, c'est d'Holbach. D'Holbach, c'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Dietrich. Et d'Holbach, Coston le donne comme un élu Cohen. Un élu Cohen, vous savez que les élus Cohen, ce sont des illuminés, ce sont les premiers illuminés. Or, il y a à l'encyclopédie un illuminé, un franc-maçon, un illuminé qui sera célèbre, c'est Villermoz. Villermoz est un franc-maçon officiel de l'encyclopédie et sera, à partir de 1760, le mouvement des Illuminés qui mènera à la révolution des Illuminés. Je parlerai dans un prochain livre. Villermoz est celui qui fera la jonction avec les fameux Illuminés de Bavière, qui sont les Illuminés de la déesse Raison. Donc, si vous voulez, le rationalisme de l'encyclopédie est déjà en prémisse ce que sera le rationalisme des Illuminés de la déesse Raison. D'Holbach est un franc-maçon officiel, très anti-chrétien. Il écrit des livres virulents contre le christianisme qui font scandale, et il écrit contre les religions, mais il fait une exception, c'est le judaïsme. Il écrit un livre qui s'appelle « L'esprit du judaïsme »,
dans lequel il développe une théorie matérialiste, et il reprend dans ce livre une partie de ce qu'avait déjà fait dans la philosophie kabbalistique Maïmonide, dont je vous ai parlé précédemment. Vous savez que Madame d'Holbach aura aussi un salon où passent toutes les philosophes, et on a appelé le salon de Madame d'Holbach la synagogue philosophique. Donc je pense que, sans vouloir dire quoi que ce soit d'autre, mais que d'Holbach ou Madame d'Holbach, ou les deux, ont quelque chose à voir avec la synagogue. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est que la philosophie donc, de d'Holbach, qui est celle de l'encyclopédie aussi, est la philosophie de la Kabbale. Vous savez que la Kabbale était un ésotérisme, n'est-ce pas, judéo-égyptien, et qu'on retrouve dans la Kabbale, de même que dans d'Holbach, de même que dans Maïmonide, cette fameuse conception de l'éternité du monde qui est incompatible avec la Bible, quel que soit le testament. L'encyclopédie a un certain nombre de croyances qui ne sont pas prouvées, elles se présentent scientifiques mais elles ne sont pas prouvées. Il y en a une sur laquelle je voudrais juste insister parce qu'elle est d'actualité. C'est la croyance de ce qu'on appelle le mythe en l'œuf cosmique ou l'œuf primordial. C'est un mythe égyptien, donc ésotérisme judéo-égyptien, et il est à l'origine de l'évolutionnisme. Diderot, déjà, lui, est émerveillé, il pense que tout vient d'un œuf, cet œuf produirait à la fois la pierre et puis après diverses évolutions l'homme. On est dans le mythe de l'évolution. Je rappellerai simplement la vieille formule qu'on emploie, mais quelle est la poule qui a pondu l'œuf? Et si cette poule est d'un œuf, quel est l'œuf qui a pondu, dont vient la poule, n'est-ce pas? Il faut bien qu'il y ait eu un moment une création, parce que rien ne peut sortir de rien. Il y a une nécessité de création. Il ne peut pas y avoir une auto-création de la matière par elle-même. De même qu'on est toujours dans la même suite que l'erreur cartésienne, n'est-ce pas? C'est pas le cogito qui crée le réel, c'est pas l'être c'est pas la pensée qui crée l'être, c'est parce qu'il y a un être que nous pouvons avoir une pensée, et c'est parce qu'il y a une création divine qu'il y a une matière, qu'il y a un esprit, une matière, etc. On est, avec l'encyclopédie, à l'origine de la mythologie moderne, c'est-à-dire de ce qui nous est encore aujourd'hui imposé. Le créateur ne peut pas être n'importe quel créateur, il faut ce n'est pas un démiurge interne à la matière, comme l'est le grand architecte de l'univers, il faut que ce soit un Dieu transcendant. Sinon, on n'est plus dans ce que l'on appelle le dualisme métaphysique, dont je vous ai aussi parlé. Le grand architecte des francs-maçons est interne à la matière. C'est un démiurge, ça n'est pas Dieu, je répète parce que c'est très important. Les conséquences sont diverses, elles sont politiques, puisqu'on va aller vers la révolution, mais elles sont aussi cognitives, puisqu'on ne peut pas avoir de raison en dehors du dualisme métaphysique, c'est-à-dire de la raison divine, et qu'on ne peut pas avoir de liberté, évidemment, en dehors de la création. De l'incarnation en plus. Et nous en avons la preuve, là je suis dans la théorie, mais nous en avons la preuve. Les ténèbres maçonniques entraînent les ténèbres encyclopédiques. Les ténèbres encyclopédiques sont donc le testament des Lumières. Elles entraînent la révolution qui va être faite par la maçonnerie, révolution maçonnique. La révolution va renverser l'autel et mettre à sa place une république qui va être une république maçonnique. Et aujourd'hui, la République nous emmène vers un mondialisme qui est un mondialisme maçonnique. Donc nous sommes dans l'actualité, avec les ténèbres du XVIIIe siècle, nous sommes dans l'actualité. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui et qui nous entraînent vers la dictature mondiale sont des adeptes des Lumières, ils la revendiquent. C'est très clair. La République des Lumières, je reprends ici l'excellente expression qui a été employée par Adrien Abosi, la République est la République des Lumières. Elle est dirigée par des fous. Les fous, au sens scolastique, ce sont des gens qui refusent le réel. La folie, c'est de refuser le réel parce qu'il a été créé par Dieu. Et cette République a pour conformisme maintenant culturel le gauchisme, qui, avec la finance apatride, nous emmène dans un mondialisme qui est clairement antichrétien. Si le mondialisme est antichrétien, maçonnique et antichrétien, il est très clair que le mondialisme est diabolique. Donc, notre liberté d'aujourd'hui est fictive, elle est largement menacée, n'est-ce pas? La dictature sanitaire l'illustre abondamment.
Notre seul droit aujourd'hui est d'obéir et de nous faire vacciner, n'est-ce pas? Le seul vaccin, n'est-ce pas, qui compte, c'est le baptême. Celui-là, ça c'est un vaccin qui est important parce que c'est le vaccin contre le diable. Et nous, catholiques, n'est-ce pas, nous n'obéirons jamais au diable, soyons très clairs. Donc j'invite tout le monde à la résistance contre la dictature actuelle. Et je rappelle à tous ceux qui veulent soumettre l'humanité que nous ne laisserons pas le faire car nous sommes des croisés. Je vous remercie.